Pourquoi est-ce que vous êtes devenu travailleur social au départ? Avant de devenir travailleur social, j'avais fait un peu d'études en droit. Je voulais me diriger vers le droit pénal. J'ai fait un stage au palais de justice. Je regardais les causes. Puis j'ai vu beaucoup de causes de personnes toxicomanes, entre autres, qui avaient commis des délits pour se procurer leur dope et tout ça. Et puis, dans le droit, je trouvais ça intéressant, mais en même temps, je trouvais que des fois, le système, des fois, il était très lent. Et puis, des fois, il n'était pas toujours... la justice n'était pas toujours équilibrée. Fait que j'ai décidé d'orienter autrement. Puis le service social, je trouvais ça plus large. Et puis, je vois que je me sens encore bien là-dedans. J'aime ce que je fais, parce que dans ce métier-là, cette profession-là, si on veut, si on n'aime pas ce qu'on fait, on n'aidera pas. Si on y va pour notre salaire ou pour la paye, les gens qui vont écoper de ça, ça va être les personnes qui viennent dans les organismes où on intervient ou même dans les centres publics. Comment faites-vous pour garder cette passion-là? C'est vrai que j'en retire des revenus encore, mais ça fait partie vraiment de ma vie. J'aime ce que je fais. Peut-être que notre rôle d'humain peut comprendre que quelqu'un qui fait un job parce qu'il a besoin de gagner sa vie comme bien du monde, puis qu'il n'aime pas ce qu'il fait, mais il dit, gars, il faut que je mette du pain sur la table puis du beurre, que tu laisses ta job quand tu peux. Moi, ça n'a pas été le cas. J'ai choisi ce que je fais. J'aime ce que je fais, puis je me dis, ça fait partie de ma vie de continuer à donner puis à recevoir de ces gens-là, puis en me disant, bien écoute, c'est un peu, on pourrait qualifier ça de karma, c'est un peu ton karma. Je me dis, regarde, c'est ça, ma vie, puis je suis bien. Est-ce que vous avez parfois des frustrations, des cas qui vont pas assez vite comme vous le souhaiteriez, ou des grosses peines, vous vous attachez à quelqu'un puis il arrive un drame? On développe des attachements avec d'aucuns plus qu'avec d'autres, c'est l'humain là-dedans. Des frustrations, dans le début de ma pratique, je pouvais en avoir quand les gens ont pris un rendez-vous puis ils ne viennent pas et tout ça. Aujourd'hui, j'ai plus ça parce que je dis en supervision aux intervenants, quelqu'un qui a pris un rendez-vous avec moi, c'est qu'il est capable de prendre un rendez-vous. Quand il ne vient pas au rendez-vous, je me dis, il est juste capable de prendre un rendez-vous, il n'est pas encore capable de venir au rendez-vous. Donc, la journée qu'il va être capable, j'en donne d'autres, moi, des fois, par les intervenants, les travailleurs de rue ou de milieu. Je leur dis, écoute, on va donner un autre rendez-vous à un moment donné. Puis la plupart du temps, ça marche. Avec le temps, les personnes viennent. On va avoir des gens qui décèdent, on va avoir des gens qui meurent. On a eu beaucoup qui sont morts par overdose, puis on en voit encore présentement avec la crise du fentanyl. C'est sûr qu'on est touché. Moi, en tout cas, personnellement, ça me touche, mais je dirais que je ne suis pas touché assez pour que ça m'envahisse, puis que je perde, que je ne devienne plus quelqu'un qui peut aider. Et je pense que le secret dans ça, pour moi, ça a été de consulter en psychothérapie depuis 30 ans. Moi, c'est ça que j'essaie de faire avec les personnes que je rencontre. Je leur dis toujours, ce sera le fun que tu deviennes propriétaire de ton bonheur. Hein? De ne pas être locataire, que tu peux te faire mettre dehors de ton bonheur de temps en temps. Fait que moi, je me dis, nous, comme intervenants, il faut devenir aussi propriétaire de notre équilibre. Je l'ai vu dans l'intervention comme un intervenant, après des fois 2 ans, 3 ans, ont quitté presque en burn-out ou en dépression. Des fois, un peu en joke, je dis aux intervenants, nous autres, on rencontre des gens dépendants, dépendants aux toxicos, ou même à la médication et tout ça. Puis j'ai dit, nous autres, avec, on est dépendants. Nous autres, on est dépendants de l'intervention. J'ai l'impression que ça nourrit ce besoin-là de contact humain. Et puis, le contact, peut-être avec la souffrance, me fait rappeler que moi, je vais bien. Qu'est-ce qui a changé le plus en 30 ans? Au début, entre autres en toxico, quelqu'un consultant en toxico, il fallait qu'il veuille arrêter de consommer. C'était le must dans toutes les maisons de thérapie. C'était l'objectif? L'objectif. Ça l'est encore un peu, mais en externe, on a ouvert avec le temps de dire, il y a des gens qui veulent arrêter, puis bravo, on va leur donner une thérapie interne s'ils ont besoin et tout ça. Et ceux qui veulent simplement diminuer, on disait, ben non, diminuer, ça ne marchera pas. Puis bien souvent, c'est vrai que ça ne marche pas. Sauf qu'on ne les recevait pas. Aujourd'hui, on les reçoit plus. Les gens, population, peuvent dire, bien, c'est ça, on leur donne des seringues, Christy, puis en plus, c'est une belle place pour s'injecter. On sait que ces gens-là qui vont venir s'injecter, ils ne veulent pas arrêter pour l'instant. Ce qu'on veut, c'est établir aussi la relation, éviter la transmission, justement, de maladies, que ce soit le VIH ou l'hépatite C, puis qu'on soit en lien. On les accompagne. Et puis, à un moment donné, une grosse partie de ces gens-là vont dire, bien là, Jean, je commence à être fatigué. Tu sais, ça me coûte cher, je trouve plus d'argent, puis c'est complexe. J'ai eu des causes en justice parce que je manquais d'argent, il fallait que je fasse des choses illégales, puis les gens vieillissent. À un moment donné, l'énergie est moins forte.
Fait que là, ils souhaitent, dans un premier temps, souvent diminuer ou arrêter. Merci beaucoup C'est bon? pour tout ce que vous faites pour la Ville de Québec. Merci. Ça fait plaisir.